12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Il va falloir faire un choix, ou pas. En tout cas, d'ici 30 minutes, vous aurez tous les arguments pour vous donner envie, ou pas, d'aller au musée. Nous irons au Louvre, qui a invité et qui héberge les chefs-d'œuvre du musée napolitain Capodimonte, et puis au Centre Pompidou, qui consacre une exposition de ses collections à la représentation des communautés LGBTQIA+, depuis le début du XXe siècle. Et on en parle avec vous, Sally Bonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse, je ne sais pas ce que vous préférez, de conférences en esthétique, critique d'art et commissaire d'exposition. Et bonjour à vous, Stéphane Correa. Bonjour. Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Et on prend donc la direction du Centre Pompidou à Paris pour cette exposition intitulée Over the Rainbow. C'est ce qui s'appelle illustrer un propos avec Judy Garland. Donc, c'était dans Le Magicien d'Oz, Over the Rainbow. L'arc-en-ciel, bien sûr, drapeau, symbole de la communauté LGBT. Et on est donc accueillis à l'entrée de cette exposition au Centre Pompidou par une grande chronologie. Elle débute en 1868 quand le militant et écrivain Karl Maria Kertbeny emploie pour la première fois en allemand les mots homosexuels et hétérosexuels. Et puis on lit des noms familiers, André Gide, Jean Cocteau, Jean Genet, avant que la seconde moitié du siècle enflamme un peu tout. Le MLF, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, Act Up Aid jusqu'au Queer Zone. On parcourt toutes ces décennies avec les 500 documents et œuvres de la collection du Centre Pompidou. Des tableaux, des dessins, de la photo, des livres illustrés, des revues. On voit au fil de l'exposition comment on est passé du simple, si je puis dire, gay et lesbien au LGBTQIA+. Stéphane Correa, on commence avec vous. Vous soulignez d'abord la démarche qui vous a séduite de cette exposition ? Oui, absolument. Alors d'abord, c'est pas les hasards de la programmation. Je pense que vous avez fait exprès. On va parler de deux expositions qui ont un point commun, c'est que elles répondent à la même question: que faire des collections permanentes. Leur entretien est coûteux, elles sont peu attractives en général pour le public, même si c'est pas le même cas pour le Louvre qui a des chefs-d'œuvre. Et à cette question très importante aujourd'hui, parce que après le Covid, à l'heure de la conscience écologique, on dirait, cette question prend une importance particulière. Les deux musées apportent des réponses diamétralement opposées. C'est ça, je pense, qui est passionnant. Donc, dans le cas de Over the Rainbow, il s'agit d'une exposition organisée par la Bibliothèque Kandinsky, donc le centre de recherche du Centre Pompidou spécialisé dans les collections d'imprimés. Et d'abord, elle a lieu dans un espace qui est l'ancien espace 315 mètres carrés, 500 documents, donc c'est beaucoup plus rempli que dans une rave party. Vous voyez, on est au-delà des limites de sécurité. Effectivement, néanmoins, j'ai trouvé deux points extrêmement positifs à cette exposition. On va commencer par ça, parce qu'après, j'ai beaucoup de bémols à apporter, mais disons que d'abord, elle est globalement joyeuse. Elle s'efforce de présenter une image positive dans le catalogue, et je crois même sur les cartels, ils disent résolument affirmative de l'homosexualité. Ça fonctionne. Il y a un public jeune, malgré les tarifs, à mon avis, rébarbatifs. 13 € pour le tarif réduit pour les jeunes, c'est hors de prix. Et par ailleurs, il y a un lien parfois un peu forcé avec la pop culture qui la rend accessible. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais c'est quand même des points pour moi très positifs. Et puis, enfin, il y a quelque chose peut-être de plus original, c'est qu'elle montre que cette diffusion d'imagerie homosexuelle dans des périodes où l'homosexualité pouvait être éventuellement interdite, réprimée, etc., c'est fait justement beaucoup par l'imprimé, par des petites choses, par des choses rayonnotypées, des choses qui pouvaient s'échanger sous le manteau, des paperoles. Et là, du coup, ça justifie complètement de confier une exposition à une bibliothèque. Sally Bonne, vous aussi, vous avez été séduite ou pas ? Alors, dans un premier temps, un peu surprise, parce que je trouvais que l'exposition était très disparate en termes de représentation, de forme, de support, de médium, d'esthétique et de genre artistique, mais en même temps qui fait indéniablement la part belle à la transmédialité, sans jeu de mots sur le terme, du contenu politique et social en fait de ces images. Et on passe effectivement du début du Paris de la Belle Époque avec ces représentations, mais plutôt moins ces représentations que ceux qui les portent, ceux et celles qui les portent. Donc on est dans le Paris lesbien par exemple des années 30 oui, au dans début, les années 20 des années 20, et puis on va jusque à la période la plus récente. Alors cette dimension foisonnante, parce que Stéphane
Correa l'a évoqué, on a vraiment une multitude de documents et aussi en fait d'œuvres, c'est-à-dire que ce mélange un peu parfois perturbant entre de la documentation, des photocopies, des livres qui sont exposés et puis des œuvres d'art qui, entre guillemets, qui ont en tout cas une valeur, on va dire, esthétique différente à tout le moins, mais après, en fait, le parcours dans toute l'exposition, ce qui advient, c'est que ça devient très intéressant, justement, cette déhiérarchisation des images, parce qu'elle met en question la question, justement, de la valeur esthétique et du jugement de goût, d'une part, et d'autre part, qu'elle rejoint aussi cette déhiérarchisation qui est au cœur même du militantisme. Et en fait, en cela, dans un premier temps, moi, j'étais un peu bousculée, on va dire, par le foisonnement, et puis par, effectivement, ce mélange des genres, on va dire, mais en même temps, évidemment, c'est aussi le jeu de l'exposition de renvoyer à cette histoire-là. Alors, on débute, on le disait, donc dans les années 20, dans les années 30. Il y a d'abord, vous l'avez dit, puisqu'il y a beaucoup de supports très différents, cette peinture, par exemple, Femme à la colombe, de Marie Laurencin, qui faisait partie d'un cercle littéraire et artistique qui s'appelait le Salon de l'Amazone. On a à côté, et ça aussi, c'est le début peut-être, et ça nous surprend, ce livre blanc de Jean Cocteau, et on avance, on part de ces deux œuvres presque, et on avance au fur et à mesure. Et il y a une vraie évolution, en tout cas, dans les années et dans le parcours de l'exposition, Stéphane Correa. Oui, alors ce que je trouve justement une des limites de l'exposition, c'est que le parcours qui est à la fois chronologique se veut aussi thématique, ce qui fait qu'on entend beaucoup parler de quelque chose, par exemple typiquement le lesbianisme dans les années 20-30, et puis après on n'entend plus jamais parler, comme s'il avait disparu. Et du coup ça escamote des pans entiers de la culture, et quand je parlais de pop culture par exemple, il y a un très gros focus qui est porté sur la chanson de la Belle Époque, voilà, avec des chansonniers, etc., etc. Mais en revanche toutes les autres musiques, le disco, la new wave, sont totalement absents, si ce n'est parfois par exemple dans le film de Kenneth Anger, mais je veux dire, en tout cas c'est pas traité en tant que sujet, donc on a l'impression de quelque chose comme ça qui picore, alors que il y a une prétention quand même hyper scientifique dans l'exposition, puisque le catalogue et l'exposition se présentent comme une, effectivement, chronologie hyper exhaustive, ce qu'elle n'est pas. On pourra y revenir. Néanmoins, si je peux continuer, en fait, ce que je trouve intéressant dans les exemples que vous avez cités, effectivement, c'est quoi l'ambition d'une exposition comme celle-là? C'est celle de relire une histoire de l'art qu'on croit connaître avec un nouveau prisme. Alors, ce prisme n'est d'ailleurs pas spécialement spécifié, c'est-à-dire que est-ce que c'est des artistes homosexuels ou est-ce que c'est des représentations homosexuelles? Et ça fait partie aussi des confusions, à mon avis, très dommageables dans l'exposition, avec des cas extrêmes qui peuvent être très problématiques. Mais en gros, il y a 4 familles d'artistes qui émergent. Il y a ceux qui sont depuis longtemps reconnus et associés à l'histoire de l'homosexualité, Pierre et Gilles, Mapplethorpe, Cocteau que vous citiez, Warhol. Il y en a d'autres, au contraire, dont le lien avec le sujet a été plutôt dissimulé. Vous parlez de Marie Laurencin, par exemple, c'est intéressant puisqu'elle est généralement présentée comme la muse amante d'Apollinaire. Et puis là, on découvre en fait son homosexualité qui a été constante toute sa vie, ou sa bisexualité qui était assez méconnue. Et le tableau dont vous parlez, justement relu à cette Aulne, devient quelque chose, un objet autre que celui qu'on avait l'habitude de voir dans le parcours permanent quand il était exposé. Elle est représentée avec sa styliste qui était sa compagne. Voilà, Nicole Groult qui était sa compagne pendant 40 ans. Il y a aussi des artistes que l'exposition tente de réévaluer, qui sont présents dans l'histoire de l'art mais qui sont considérés comme mineurs en général. Et là, je trouve qu'elle n'y réussit pas tellement. Je trouve un artiste par exemple comme Romaine Brooks, dont les tableaux sont pas spécialement convaincants. Et puis il y a les vraies découvertes, c'est ça qu'on attend d'une exposition comme ça. Malheureusement, elles sont trop rares, ça c'est le côté négatif. Je peux peut-être en citer quelques-unes. Ah bah oui, dites-nous. Voilà, Gerda Wegener, par exemple, qui a pris comme modèle son mari, qui était d'abord travesti puis a changé de sexe, et ça a rarement été montré et expliqué d'une manière aussi ample. Ça c'est dans la partie, pardon, juste pour préciser, c'est dans la partie où on interroge le genre, c'est ça? Absolument. Ce qui est d'ailleurs la confusion entre genre et sexualité peut aussi poser problème dans l'exposition. Il y a aussi Jean Boulet, qui est un illustrateur et un peintre assez monstrueux, grotesque, qui est quand même d'un mauvais goût terrible, mais qui a une démarche très intéressante au cœur. J'ai l'impression que Salivonne n'aime pas. J'ai un peu du mal, c'est très très kitsch, disons. Il dit lui-même: ces chers monstres, je les recherche avec amour et je me sens de leur famille, ils sont mes ancêtres, mes enfants et mes meilleurs amis. Et j'ai beaucoup aimé aussi La tête en cuir, corne, métal, porcelaine et bois de Nancy Grossman. Malheureusement, il n'y en a qu'une. C'est une œuvre qui n'est pas dans la collection du Centre Pompidou, ce qui est une autre des ambiguïtés ou un reproche qu'on pourrait faire à cette exposition, c'est qu'elle se présente comme une lecture des collections. Or, comme les collections sont insuffisantes, au lieu de le montrer finalement et d'en faire le constat et de le déplorer ou de chercher à le corriger, comme Camille Morino l'avait fait il y a 10 ans ou 15 ans avec elle à Centre Pompidou, pendant 2-3 ans, elle a acheté des œuvres d'artistes femmes pour pouvoir réécrire cette histoire. Et bien là, en fait, il pallie en faisant simplement des emprunts à gauche et à droite. Mais à vous écouter tous les deux, on a du mal à comprendre en fait quelle est l'intention
de cette exposition? Est-ce que c'est militer pour une cause? Est-ce que c'est déhiérarchiser les œuvres? Est-ce que c'est faire de la chronologie? Est-ce que c'est faire un éclairage thématique scientifique, Salibonne? Cette exposition, elle s'inscrit dans une histoire très récente des expositions. Je pense notamment à VIH, l'épidémie n'est pas finie, qui était au Mucem en 2022, et plus récemment exposée au Palais de Tokyo, l'exposition qui a été faite à partir du livre d'Elisabeth Lebovici, ce que le SIDA m'a fait. Donc on est dans une période où on réinterroge en fait les images à l'aune en fait d'une histoire de la sexualité et de l'homosexualité. Donc là, effectivement, ça a été évoqué par Stéphane Goréard. Il s'agit de réinterroger les collections du Centre Pompidou à l'aune de cette histoire-là, et qui, enfin, à mon sens, il y a ce travail de pardon, c'est difficile à dire. On peut pas hiérarchiser. Voilà, déhiérarchiser. Oh là, je vais pas y arriver. Ne le dites pas, on a compris. Voilà, vous avez compris. Donc, sur les images, c'est-à-dire de mise en relation en fait avec, par exemple, il y a la fontaine de Duchamp qui trône avec les dessins de Cocteau, qui sont d'ailleurs magnifiques. Hein. C'est aussi une chose très intéressante dans l'exposition. On voit cette série de dessins qui sont très très érotiques, ça aussi il faut le dire. Hein. On voit quand même, c'est une exposition, on voit des sexes dressés, des sexes de femmes, des sexes d'hommes, beaucoup de nus. D'ailleurs, il y a un avertissement. Voilà. Et il y a un avertissement à l'entrée. Mais effectivement, on voit quand même, et des scènes, notamment dans le film qui a été évoqué de Kenneth Anger, des scènes aussi assez orgiaques. Voilà. Donc ce travail sur la représentation et presque la mise en concurrence entre des documents qui sont à la fois d'origine, mais aussi d'une volonté de faire art ou de faire comment dire de faire cause ou de faire discours ou de faire parce cause, qu'en fait, il y a toute une et partie... parfois un tout petit peu problématique, c'est-à-dire qu'à mon sens, à un moment donné, on fait porter à des œuvres une histoire ou en tout cas un message, et ça rejoint en fait des questions que j'évoquais tout à l'heure sur la question du jugement esthétique, c'est-à-dire en fait quelle est la lecture qu'on peut faire dans l'ensemble de ces œuvres? Est-ce qu'on lui fait porter un message qui serait un message militant, qui est le cas pour un certain nombre de documents qui sont exposés, hein. Il y a une série de fanzines, qui sont appelés queerzines d'ailleurs, et c'est assez extraordinaire de voir la richesse et l'intensité en fait du travail qui a été fait, et puis toute la circulation comme ça de documents qui sont faits avec peu de moyens. Je pense notamment à la collective d'artistes activistes lesbiennes qui s'appelle Fierce Pussy, et qui travaillait avec la machine à écrire des collages, des images qui étaient distribuées comme ça dans la rue. Mais justement parce que c'est aussi une communauté, si on peut dire, qui a utilisé les codes de l'art ensuite pour porter des idées, pour porter une forme de militantisme aussi. Donc, et à un moment donné, on voit dans cette exposition cette sorte de bascule où on est, vous l'avez dit, face à des affiches. On a Act Up qui arrive, on a ce collectif de lesbiennes qui interrompt une émission de radio dans les années 70. Donc, comme si c'était... On était passé d'une exposition sur de l'art, en fait, à une exposition plus sociétale, si on peut dire. Stéphane Goréard, Salibonne. Oui, en fait, clairement, en tout cas, la manière dont l'exposition est construite, on part de tableaux et de dessins, les tableaux qui ont été évoqués, de Marie Laurencin ou les dessins de Cocteau, avec la fontaine de Duchamp, et puis des photographies, Germaine Croul, Florence Henry, Raymond Voinquel. Et puis après, progressivement, on passe à d'autres formes de représentation, d'autres supports, d'autres médiums qui portent aussi un autre discours, très clairement. Mais sans doute que c'est aussi l'histoire, en fait, de la question. C'est ça qui est en jeu. Mais il aurait peut-être fallu expliciter ça, alors. Il me semble que c'est pas explicite, mais c'est ce que la traversée d'exposition permet de comprendre. C'est-à-dire qu'on vient à un moment donné interroger des représentations. D'une part, ça ne me semble pas très explicite, et d'autre part, plus on s'approche de l'art contemporain, comme souvent, plus ça devient le grand bazar. Par exemple, à la fin, il y a quand même 2 murs qui sont donnés à Wolfgang Tillmans, ce qui est très bien. C'est un super artiste. Bon, à mon avis, assez éloigné du sujet. Mais par exemple, le Centre Pompidou ne sort pas de ses réserves. Une œuvre de Félix González Torres, qui me semble quand même centrale dans cette histoire, ou même, par exemple, une œuvre comme Black Death de Gilbert and George de 83, qui est une des premières œuvres sur le sida, qui m'aurait semblé beaucoup plus pertinente. Il y a des dessins en face de Eddie Dubien, qui certes est un artiste qui s'interroge parfois sur le genre, etc. Mais dans ces dessins-là, par exemple, à mon avis, ils n'ont absolument pas leur place dans cette exposition. Donc, je pense que c'est vraiment le propos totalement confus, sans compter que, je voudrais aussi dire ça, il y a quand même des pratiques qu'on croyait révolues, et surtout, je trouve, dans un sujet comme ça,
qui me semble très problématique. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui sont dans l'exposition et qui ne sont pas dans le catalogue, ce qui ne rend pas forcément aisé la critique. Léonore Fini, qui est une artiste qui a beaucoup à dire sur justement qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est de regarder les hommes, qu'est-ce que c'est que la bisexualité, etc. Une femme forte, elle est là uniquement comme faire-valoir de Jean Genet parce qu'elle l'a illustré à un moment donné. C'est du male gaze, ni plus ni moins. Je comprends pas ce que ça vient faire dans une exposition comme ça. Then why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? L'exposition Over the Rainbow au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 13 novembre 2023. Il y a aussi le catalogue Over the Rainbow, autre histoire de la sexualité dans les collections du Centre Pompidou, aux éditions Centre Pompidou. Les midis de culture, jusqu'à 13h30. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et direction le Louvre à présent avec Naples à Paris. Le Louvre invite en effet le musée de Capodimonte jusqu'au 8 janvier 2024. C'est un jour à Naples qu'on s'est rencontrés à la même table du même café. Et si le miracle a recommencé, c'est à Naples, à Naples, à Naples. On est donc à Naples, vous l'avez compris, à l'origine de cette invitation lancée par le Louvre, musée napolitain de Capodimonte. Il y a donc des travaux. Naples qui prête à Paris plus de 70 œuvres. Que dis-je, des chefs-d'œuvre italiens, Titien, Caravage, Michel-Ange, Raphaël, Parmigianino. L'occasion unique de voir un aperçu de la peinture italienne du 15e au 17e siècle en dialogue. Et c'est ça peut-être le plus important avec les œuvres détenues par le Louvre. Salibo, on commence par cela. 3 salles d'exposition, 2 ailes, 2 étages. Il faut quand même un bon plan pour s'y retrouver et une bonne idée en tête. Il faut suivre le rouge qui marque au fer rouge les œuvres qui viennent de Naples, c'est ça? Enfin, qui marque au fer rouge les œuvres qui viennent de Naples dans la grande galerie. Après, on est effectivement perdu. Heureusement qu'il y a des gardiens qui ont bien compris que c'était un problème et qui accompagnent le public. J'ai vu un nombre de spectateurs qui se promenaient en demandant où était la suite de l'exposition. Bon, voilà, effectivement, il faut changer d'aile et changer d'étage aussi, par 2 fois. Donc, ces 3 parties qui sont en plus inégales en termes de scénographie peut perdre un tout petit peu, perdre un peu ou beaucoup le visiteur du Louvre, mais on est quand même confronté à des œuvres qui sont vraiment extraordinaires et c'est un plaisir immense de les voir au Louvre, surtout en tout cas dans la grande galerie parce qu'il y a quand même cette spécificité. Je parlais d'une différence de scénographie, c'est-à-dire certains des très grands tableaux de la peinture italienne du 15e au 17e siècle ont été intégrés dans la grande galerie, c'est-à-dire parmi les peintures italiennes. Si on s'attend à aller dans une salle du Louvre et à voir toutes les œuvres qui viennent de Naples, on se trompe, Stéphane Correa, puisqu'on est dans un parcours qui a nécessité aux équipes du Louvre un travail assez incroyable, il faut le dire, de retirer certains tableaux pour les remplacer pendant 6 mois jusqu'au janvier par les œuvres de Naples. Alors, le visiteur, effectivement, ne peut pas savoir où est la suite de l'exposition. En fait, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de suite de l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a 3 expositions, il n'y a pas une exposition. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessert qui s'appelle la tranche napolitaine. C'est un dessert glacé qui est composé de 3 couches absolument étanches, de 3 parfums différents. Alors, on peut soit choisir de les prendre tous ensemble pour voir leur mélange. C'est pas le choix qu'a fait le Louvre. On est obligé de les déguster séparément. Alors, malheureusement, il y en a 2 qui sont, à mon avis, assez quelconques. En tout cas, beaucoup moins intéressants en termes d'ambition et en termes de réalisation. Et puis, effectivement, une qui est passionnante, c'est celle de la Grande Galerie, qui est peut-être même inédite, parce qu'il faut quand même bien que nos auditeurs comprennent que quand les musées s'invitent entre eux, ce qui est une réponse à la question des collections permanentes que j'exposais précédemment, en général,
c'est pour les comparer. Donc en fait, il y a la collection permanente d'un musée d'un côté, puis dans une autre salle, on met la collection permanente d'un autre musée, et puis ça fait comme ça un ping-pong à distance. Et on peut aussi lui laisser la place. C'est ce qu'avait fait la Fondation Vuitton avec le MoMA, par exemple. C'est-à-dire qu'il décroche toutes ses œuvres et il les remplace par les œuvres de quelqu'un d'autre. Là, c'est pas ce qu'ils font. Et dans la grande galerie, puisque je me concentre là-dessus, Sébastien Allard, qui est le directeur des peintures du Louvre, qui connaît sa collection comme sa poche et qui connaît la peinture italienne mieux que personne. La grande galerie, qui effectivement est dédiée à la peinture italienne au Louvre, et ben il a décroché certains tableaux, notamment des grands formats, ce qui représente effectivement un effort inédit, et il a placé à l'intérieur du parcours 31 chefs-d'œuvre de Capodimonte pour faire rien de moins que son musée idéal de la peinture italienne, parce que quand on met ces deux collections ensemble, et non pas côte à côte, on a un feu d'artifice invraisemblable, et donc il s'en sert de deux manières, soit pour combler des manques, les rares manques qu'il peut y avoir au Louvre avec des artistes qui ne sont pas présents ou qui le sont trop peu. Parmesan, par exemple. Exactement. Masaccio, D'ailleurs, ça commence même Masaccio dès le départ. C'est-à-dire que je pense que les deux premiers tableaux de l'exposition sont un manifeste, puisqu'il y a un Masaccio, ce qui vient de dire, ça. Alors dites-nous, Masaccio, c'est quelle œuvre et... Alors Masaccio, c'est une crucifixion où le Christ, et c'est très étonnant quand on la voit comme ça, paraît complètement engoncé, n'a pas de cou. Il est verdâtre. C'est un tableau extrêmement spectaculaire, mais c'est un tableau qui était fait pour être placé en hauteur, ce qui fait que quand on le regardait d'en bas, et finalement, on voyait le Christ d'en bas, on voyait pas son cou, puisque on n'était pas sur le même plan que lui. Donc ça, c'est absolument fascinant de commencer par ça et d'avoir ce si beau Masaccio à l'intérieur du Louvre. Et puis il y a aussi à côté cette Assomption de la Vierge qui est dans une composition en mandorle, c'est-à-dire en forme d'amande. Et je pense que c'est aussi un clin d'œil parce que la mandorle, c'est la rencontre de deux cercles, donc de deux mondes. C'est la rencontre du Louvre et de Capodimonte. Par ailleurs, on dit parfois, et là je trouve que ça saute aux yeux, que c'est une forme de sexe féminin et ça engendre finalement tout le reste de l'exposition. Sally Bonnet, est-ce que ces œuvres napolitaines mélangées, si on peut dire, en tout cas exposées à côté des collections du Louvre, elles changent le regard du Louvre sur les peintures italiennes? Alors, c'est tout l'intérêt aussi de ce parcours dans la Grande Galerie, c'est que ça permet en fait de revoir ou de voir certaines des très grandes œuvres du Louvre aussi. Donc, par exemple, un Bellini, qui est un très beau tableau qui vient de Capodimonte, qui s'appelle La Transfiguration, a été installé au milieu d'un certain nombre de Bellini que le Louvre avait déjà. C'est le cas pour d'autres tableaux. Et en fait, moi j'ai eu l'impression en me promenant, en regardant les œuvres, c'est qu'on les redécouvrait aussi parce que, et c'est outre les tableaux extraordinaires qu'on voit vraiment, notamment, moi j'ai été bouleversée par ce portrait de Luca Pacioli de Jacopo de Barbari, qui est un tableau du milieu du 15e siècle, qui est absolument splendide, avec une figure géométrique transparente en verre, qui est remplie d'eau, avec le reflet de la lumière de la fenêtre qui vient se apparaître sur les différentes faces de cette figure géométrique, c'est un objet en fait, un objet géométrique avec c'est un mathématicien qui trace des figures mathématiques et qui a un élève à côté de lui. C'est un tableau très très beau, mais ce qui est assez fascinant au fond, c'est que ce parcours-là dans les collections du Louvre, un peu travaillé par celle de Capodimonte, c'est ce qui apparaît aussi, c'est finalement, cette confrontation, en fait, ce qu'elle amène, c'est de raconter, de dire qu'une œuvre se regarde aussi dans un contexte géographique, historique et artistique. Et c'est tout l'intérêt, en fait, outre le plaisir qu'on a à regarder ces œuvres-là, c'est vraiment de se dire que, au fond, on regarde d'autant mieux les œuvres qu'elles sont aussi replacées dans une histoire et que selon l'endroit où on les regarde, que ce soit à Naples ou à Paris, les œuvres qui les entourent, finalement, on les voit différemment. Et pour des gens qui n'auraient pas en tête le Louvre, par exemple, qui ne connaîtraient pas cette grande galerie, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Parce que pour vous, vous connaissez bien cette grande galerie, vous savez quelles œuvres y étaient, vous avez peut-être vu ces œuvres à Naples déjà, et là, de les voir à Paris, ça change sûrement des choses pour vous, mais pour des visiteurs qui ne connaissent pas cette grande galerie et qui n'ont pas en tête cette histoire-là. Ça change tout, parce que ce que je disais précédemment, ils ont accès à ce musée idéal qui est temporaire, qu'on ne reverra sans doute plus jamais, ce qu'écrit Sébastien Allard dans le catalogue. Et je reprends les mots d'Eri De Luca dans le catalogue, il dit ça à propos de Giotto. On atteint quand même là la limite provisoire d'une perfection
qui est visionnaire et unique. C'est-à-dire que ce que je dis là, je pense qu'il faut effectivement se précipiter pour aller voir l'exposition. D'abord pour une raison simple, c'est que l'accrochage est absolument sublime, il est somptueux, c'est d'une intelligence, d'une beauté visuelle, d'une évidence. Je pense que ça se passe de cartels qui d'ailleurs sont courts mais extrêmement bien faits et informatifs. Le grand drame finalement, c'est que le catalogue ne rend pas compte de ça, puisqu'il n'y a pas les œuvres du Louvre. Et ça, pour moi, c'est complètement incompréhensible, parce que finalement, le catalogue se présente comme une exposition. Tout l'intérêt d'avoir les deux types d'œuvres. De la collection Capodimonte, alors que tout l'intérêt de cette grande galerie, justement, c'est ce que vient de dire Sally Bone, c'est-à-dire que ça nous permet de réenvisager des artistes dans une nouvelle perspective, qu'en tout cas nous, visiteurs habituels du Louvre, nous n'avions pas. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le Louvre, qui ne connaîtraient ni le Louvre ni Capodimonte, en fait, ce qu'on voit sont des tableaux du 15e au 17e siècle. Et ce qui est assez dans la sélection qui a été faite des tableaux de Capodimonte mis en relation avec leurs frères et sœurs parisiennes, c'est qu'on voit des corps, on voit des portraits qui sont parmi les plus beaux portraits que la peinture italienne a produite. Et donc, c'est un vrai bonheur, en fait. C'est un bonheur de regard, c'est un plaisir esthétique constant de traverser cette, il faut le dire, immense grande galerie. Stéphane Correa, Sally Bone a cité quelques œuvres qui l'a marqué. S'il faut en retenir une, selon vous? Alors moi, c'est le portrait de cette femme connue sous le nom d'Antea du Parmesan, qui est d'ailleurs une des affiches de l'exposition. C'est une femme puissante. Il y a beaucoup de portraits de femmes puissantes dans cette exposition, et je trouve qu'elle est très moderne. Et elle a une fourrure de zibeline qui se termine par la tête de l'animal avec les crocs qui s'enfoncent dans son gant de fauconnier. C'est absolument stupéfiant. Vous parliez du catalogue. Il y a en exergue une citation de Stendhal: le royaume de Naples se réduit à cette ville, la seule d'Italie, qui est le bruit et le ton d'une capitale, le bruit et les conditions de visite. Un mot sur ça, cette galerie, j'y étais hier, c'était rempli de monde. Il y avait un bruit sans discontinuer. Trop de monde puisqu'on est près de la Joconde. Si vous avez un conseil peut-être sur comment s'en sortir dans cette jungle, entre guillemets, qu'est-ce que vous nous dites, Stéphane Correa? Effectivement, c'est difficile. Venez le matin, si possible le lundi matin. De notre expérience, c'est là où c'est le plus agréable de la visiter. Hall de gare ou pas hall de gare, Sally Bone? Hall de gare, oui, mais en fait, finalement, les œuvres sont tellement puissantes que, à mon sens, on oublie, et d'expérience, on oublie le monde. Et on oublie le bruit aussi. On oublie le bruit en regardant et en se plongeant dans ces tableaux. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces deux expositions. Sally Bone, maîtresse de conférences en esthétique, critique d'art et commissaire d'exposition. Stéphane Correa, vous êtes critique d'art vous aussi et commissaire d'exposition. Je signale à Paris l'exposition du peintre tchèque d'ailleurs, Milan Kunc, dans la galerie Loewe & Co. Donc vous êtes directeur artistique. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Vous retrouvez toutes les références sur le site de France Culture et sur la page des Midis de Culture.